Événement qui vise à valoriser l'écrivain et valoriser le livre en général, quel que soit le genre donc littéraire. On va parler de Plume d'Or aujourd'hui avec le président donc de l'Académie des Plumes d'Or, le président donc du comité aussi d'organisation de cet événement. On en parlera aujourd'hui à travers la rubrique invité du jour. Bien avant ça, on va feuilleter les journaux ensemble à travers la revue de presse et puis bien sûr dans la rubrique à la découverte 2, on va donc s'intéresser au Centre national d'artisanat d'art et vous aurez les témoignages concernant ce centre-là. Et puis plus tard, on parlera aussi d'une nuit qui vise à rendre hommage aux FDS, les forces de défense et de sécurité burkinabé. On en parlera également avec les organisateurs de cet événement. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour encore et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci de nous renouveler votre fidélité. Merci d'être avec nous. Donc, chaque matin à partir de 7h30. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique. Bienvenue encore et bonjour. Cette semaine, nous restons à Ouagadougou pour la rubrique à la découverte 2. Oui, on part à la découverte donc du Sénat, le Centre national d'artisanat d'art donc de Ouagadougou, et on vous invite à écouter les témoignages concernant de l'artisanat d'art. Et parce que le centre, comme vous l'aurez constaté ici, est sur un site qui est vieux, qui est vétus. Alors, l'État veut donner une nouvelle vision, une nouvelle dimension au Centre national d'artisanat d'art. D'où la nécessité de délocaliser le centre sur un nouveau site au sein du musée national. Et ce site, depuis un certain temps, est en construction. Des infrastructures ont été bâties, notamment des salles de classe, l'administration, une grande salle d'exposition. Alors, cette salle d'exposition devra en tout cas abriter ou avoir en son sein les œuvres des artistes et artisans qui seront formés, qui seront formés au centre. Il n'est pas exclu que sous d'autres formes, c'est-à-dire des conventions soient signées avec ou un cahier de charges soit signé avec des pensionnaires ou d'autres pensionnaires pour qu'ils puissent faire leur dépôt, mais c'est à des conditions bien précises. Voilà. Parce que l'État, depuis un certain temps, le centre qui avait pour mission principale la formation a un peu abandonné ce volet-là. Et les formations se font de façon ponctuelle, c'est-à-dire des séances, des formations qui ne dépassent pas 3 mois, 2 mois. Et d'où la nécessité pour l'État de redonner une nouvelle vision. Et les autorités du ministère de la Culture, à travers la Direction générale de la formation et de la recherche, travaillent en ce sens. Et des programmes de formation ont été élaborés pour pouvoir mettre en œuvre, pour pouvoir conduire le processus. Et il faut dire que le processus est en cours. Voilà. Et donc, c'est dire que dans les années ou les mois à venir, il ne sera pas exclu que des formations, je ne dirais même pas exclu, il va arriver qu'un processus de recrutement des élèves soit lancé pour pouvoir commencer la formation. Il y aura une phase d'expérimentation qui va démarrer avec les différents corps de métier qui existent ici. Et cette phase-là sera sanctionnée en tout cas par les élèves qui seront formés, auront des diplômes, des certificats de qualification professionnelle qui leur permettra, en tout cas ces diplômes-là leur permettront de pouvoir en tout cas s'en servir dans la vie. Voilà. Et au finish, pouvoir en tout cas s'auto-employer. Il est bâti sur une superficie de 3 hectares. Voilà. Donc actuellement, le processus de construction des infrastructures se poursuit. Il y a beaucoup d'infrastructures qui y sont déjà implantées, notamment les salles de formation, l'administration, une salle d'exposition.
Et au cours de l'année 2020, d'autres infrastructures seront bâties sur le site-là. Et je crois que, en tout cas, les premières autorités ayant pris le centre au sérieux, ayant en tout cas accordé beaucoup plus d'importance à ce centre-là, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer que sans la formation, nous ne pouvons rien. Aujourd'hui, tous les artistes et artisans, la plupart des artistes et artisans du Burkina qui font la fierté du Burkina, aussi au plan national qu'au plan international, ont été formés à partir du Centre national d'artisanat d'art. Et aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de formation, nous ne pouvons pas faire quelque chose. Et à présent, nous débutons par le quotidien d'État Citoyen. Citoyen qui affiche à sa une manifestation à Solenzo, une délégation gouvernementale échange avec les forces vives. Contrôle de gestion publique, la Cour des comptes remet son rapport public 2023 au chef de l'État. Hausse des prix des produits de grande consommation, nous allons purement et simplement fermer certaines boutiques selon Serge Poda, ministre du Commerce. Détournement de capitaux au ministère en charge de l'action humanitaire, l'audience reportée au 29 novembre pour raison de santé. Toujours à la une de Citoyen ce matin, lutte contre l'insécurité urbaine, 3 présumés malfrats mis aux arrêts. Corruption au Burkina Faso, une baisse du phénomène de 20% en 2023. L'établissement du trafic routier, le ministère des Infrastructures fait le point. Toujours à la une du quotidien d'État Citoyen, dans la rubrique On murmure, inauguration de l'usine de transformation de tomates de Bobo-Dioulasso ce samedi 30 novembre. Axe Bitou 50C, encore un accident mortel. Autonomisation des femmes et dividendes démographiques, la loi sur la mise en œuvre du projet Suite plus adopté. Mercure, paternalisme. On passe à présent au quotidien Beauvolet, l'Express. L'Express du Faso qui affiche donc à sa une Ibrahim Traoré, directeur général de la SNCITEC. La SNCITEC va demeurer le pionnier de l'industrie en termes de qualité. Autant le dire, hausse du prix de l'huile alimentaire, c'est la graine qui manque. Énergie renouvelable, l'ANERE, en campagne de sensibilisation à Bobo. Forum des experts agréés, la loupe sur l'expertise locale. Entretien du trafic routier à l'ouest du Burkina, le bilan jugé satisfaisant. Procès détournement de fonds publics au ministère de l'Action humanitaire, le dossier renvoyé au 29 novembre 2024. Comité local de l'Oplandi, 100% des activités réalisées en 2023. À présent, le pays. Le journal Le Pays affiche à sa une ce matin corruption au Burkina, la police municipale toujours en tête. Et puis on voit bien sûr la photo du secrétaire général du RENLAC. Pic Naouri à la découverte d'une colline aux multiples potentialités. Révélation, usine de transformation de tomates, l'inauguration prévue pour samedi prochain à Bobo. Kyste de Bartholin et Bartholinite, des conseils pour y faire face. Affaire détournement de plus de 3 milliards de francs CFA au ministère de l'Action humanitaire, le procès renvoyé au 29 novembre prochain. À la une toujours du journal Le Pays, gestion du fonds minier de développement local, des irrégularités détectées par la Cour des comptes. Rétablissement du trafic routier au Burkina, le ministère des Infrastructures estime avoir été à la hauteur des défis. On passe à l'observateur Palga. L'Obs affiche ce matin promotion immobilière, désormais 7 sociétés en droit d'exercer. Rapport 2023 sur la corruption, encore et toujours la police municipale en tête. Procès présumé détournement de l'action humanitaire, nouveau renvoi au 29 novembre. Limitation des cortèges de mariage, on va contrôler comme même, c'est à lire dans les humeurs de Bari. Contrôle de gestion publique, la Cour des comptes au rapport devant le chef de l'État. Proposition d'enquête parlementaire sur Tiaroy, des francs-tireurs pour sauver la mémoire des tirailleurs. Trouble à Solenzo, couvre-feu de 2 semaines.
On termine par aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui, au Faso qui affiche à sa une ce matin procès détournement de deniers publics au ministère de l'Action humanitaire sur un petit air des TPR. Crise post-électorale au Mozambique, les grands juges sur le grill. Affaire service d'hygiène de la commune de Ouagadougou, un réseau d'agents véreux démantelé. Promotion immobilière, la liste des 7 sociétés agréées que vous retrouverez à la une de aujourd'hui au Faso et plus précisément à la page numéro 2. Province des Baouans, le chef de canton de Solenzo, tué par des manifestants. Toujours à la une de aujourd'hui au Faso ce matin, développement local et résilience, le grain de sel du PUDTR dans les communes de Poura, Fara, Sibi et Boromo. Contrôle de gestion publique, la Cour des comptes remet son rapport public au chef de À présent, sillonnons quelques vies d'affaires pour découvrir ce que nous réserve Dame Nature. Nous recevons aujourd'hui Olivier Caboret de Juristes Sans Frontières. Bonjour Olivier. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on parle de succession en droit burkinabé. Alors, qu'est-ce que la succession déjà? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une personne décède, elle laisse nécessairement un patrimoine, ou si vous voulez, des biens, quelle qu'en soit la valeur de ces biens-là. Et ces biens restent. Il va falloir que la société puisse savoir quoi faire de ces biens. Doit-on les partager? Si oui, qui doit les avoir? Et comment doit se faire le partage? Donc, la loi, pour éviter qu'il y ait des malentendus autour de ce partage-là, a mis en place un certain nombre de règles. Et c'est ce qu'on appelle le droit successoral. Okay. Et pour répondre à votre question, la succession peut être définie comme un ensemble de règles qui organisent le partage des biens d'une personne décédée entre ses différents héritiers. D'accord. Ok. Mais comment ça se fait ce partage-là des biens d'une personne décédée? Alors, ce qu'il faut comprendre aussi à ce niveau, c'est qu'il existe 2 types de succession pour qu'on puisse bien se comprendre. Okay. Le premier type de succession, c'est ce qu'on appelle la succession testamentaire, ou si vous voulez, la succession par testament. Okay. Et je pense qu'on a une fois évoqué le sujet du testament, qu'on a essayé de donner quand même un certain nombre d'informations. La succession par testament consiste pour la personne décédée, de son vivant, d'organiser le partage de ses biens, ou d'appeler une personne et de lui donner ses dernières volontés au cas où elle décéderait, afin qu'on puisse partager ses biens selon sa volonté. Okay. Et ce qu'il faut comprendre aussi à ce niveau, c'est que la personne qui fait le testament est appelé testateur. Et souvent, quand vous entendez parler de légataire, c'est la personne qui reçoit les biens par le biais du testament. Quand quelqu'un fait son testament et que après à son décès, il désigne un certain nombre de personnes qui reçoivent les biens, ces personnes-là sont appelées légataires. Et les biens qu'ils reçoivent là sont appelés legs. Okay. Voilà. Donc ça, c'est le premier type de succession, la succession testamentaire par le testament. Okay. Si la personne de son vivant n'a pas eu le temps ou n'a pas voulu organiser le partage de ses biens, la loi intervient. La loi intervient pour encore éviter les malentendus et les mésententes lors du partage, et met un certain nombre de règles pour organiser quand même le partage au décès de la personne. Et c'est ce partage-là qu'on appelle succession selon la loi. Comme la loi vous donne la possibilité d'organiser de votre vivant et que vous ne l'avez pas fait, à votre mort, la loi prend votre place et organise le partage. Qui prend quoi et quelle valeur qui prend. Ça, c'est la loi maintenant qui détermine. C'est pour ça qu'on parle de succession selon la loi. Ok. Succession selon la loi. D'accord.
Maintenant, quelle est concrètement la quantité de biens aussi reçus par les différents héritiers? Comment on quantifie ça? Alors, déjà, il faut savoir qu'il existe deux groupes d'héritiers. Ok. Le premier groupe d'héritiers, ce sont des héritiers, des personnes qui héritent selon le contexte et la circonstance. Et l'autre groupe, c'est des héritiers qui héritent en tout cas. Quelle qu'en soit la circonstance, ces héritiers viennent dans le partage. Je vous explique rapidement. Le premier groupe qui hérite selon la circonstance ou le contexte là, ce sont les parents de la personne décédée. Et la loi organise les parents de la personne décédée en 3 catégories. Et la première catégorie, ce sont les enfants. Ok. Donc si une personne décède et qu'il se trouve que cette personne-là avait des enfants, ce sont les enfants qui héritent. Ce sont les enfants qui deviennent ses héritiers, qui héritent de tous ses biens. Si la personne n'a pas d'enfants, ou du moins avait des enfants qui sont aussi décédés, et qu'il y a des petits-enfants, ce sont les petits-enfants qui héritent. Donc les enfants et les petits-enfants sont dans la première catégorie, en priorité. Les catégories que je vais citer, c'est par ordre de priorité. Ça veut dire que si la première catégorie, il y a des gens qui existent, dans la deuxième catégorie, personne ne peut hériter. Si dans la deuxième catégorie, il y a des gens aussi, la troisième catégorie, personne ne peut hériter. Donc, dans la première catégorie, ce sont les enfants et les petits-enfants. Les pères et mères et les sœurs et frères de la personne décédée. Ça veut dire que si la personne n'est pas mariée, elle est décédée, elle n'a pas d'enfant. Il n'y a pas de petit enfant. C'est les... On retourne à sa famille. Voilà, c'est les pères et mères qui héritent. Le papa, son papa et sa maman et ses frères et sœurs qui héritent. Et si la personne encore est décédée, ça c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie est constituée des grands-parents, des oncles et des tantes. Ça veut dire que si la personne est décédée, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas de petit enfant dans la première catégorie. On vient dans la deuxième catégorie. On se rend compte que ses parents ne vivent plus et ses frères et sœurs ne vivent plus. On vient maintenant dans la troisième catégorie et ce sont les grands-parents et les oncles et tantes qui héritent. Mais la loi tient compte des parents maternels et des parents. La loi est allée loin, hein, Olivier, quand même. Hein. Maintenant, si la personne n'est pas mariée, elle décède. La première catégorie, il n'y a personne. La deuxième catégorie n'a pas de père, n'a pas de... Bon, ses parents sont décédés, n'a pas de frères et sœurs. On part au niveau de la troisième catégorie. On n'arrive pas à identifier ses grands-parents et ses oncles. C'est l'État qui hérite de tous les biens de la personne. Ça, c'est l'hypothèse où la personne n'est pas mariée. Maintenant, si la personne est mariée, c'est pour ça que je dis que le deuxième groupe d'héritiers est constitué du conjoint de l'époux décédé, c'est-à-dire l'époux survivant. Si c'est le monsieur qui est décédé, c'est la femme. Si c'est la femme qui est décédée, c'est le monsieur qui forme ce groupe-là. Et c'est quand la personne est mariée, cette personne hérite dans tous les cas. Ça veut dire que même si il y a les enfants, cette personne part en concurrence avec les enfants. Ça veut dire que les enfants prennent une partie et l'époux survivant prend aussi une partie. S'il n'y a pas d'enfants, si c'est les pères et mères et les frères et sœurs, eux, ils prennent leur partie et l'époux survivant prend l'autre partie qui reste, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, vous avez posé la question de savoir concrètement quelle est la quote-part de tout ça. C'est ça, la quantité en fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va reprendre le même cheminement avec les quote-parts pour qu'on puisse bien se comprendre. Quand la personne est mariée, et qu'elle décède, les enfants, si la personne a des enfants, reçoivent les 3/4 de ses biens. Et sa femme ou le mari qui est survivant reçoit les 1/4. Ça, c'est obligatoire. Et le partage se fait en famille. Si la personne décédée est mariée et n'a pas d'enfant,
c'est le même processus. On part dans les héritiers de la deuxième catégorie, ça veut dire que les pères et mères et les frères et sœurs reçoivent les 3/4 et la femme mariée prend les 1/4. Ok. Et ainsi de suite. Maintenant, au niveau de la troisième catégorie, par exemple, si le monsieur est décédé, je prends un exemple, et c'est la femme qui survit. Le monsieur n'avait pas de parents, ses parents aussi sont décédés, et que peut-être ce sont les grands-parents et les oncles qui sont là. La loi divise l'héritage en deux. Les grands-parents et les oncles et les tantes prennent la moitié, et la femme prend la moitié. Ok. Voilà. Donc c'est comme ça le partage se fait. C'est vraiment des calculs. En fait, moi, je suis en train de visionner comment vous quantifiez les 1 tiers ou les 1/4 ou les 3/4. Parce que là, après, ou bien on évalue du moins la valeur des choses. Parce que quand la personne a une maison, une voiture, je sais pas, une télévision, un frigo et autres, comment on fait pour calculer les 1/4 pour donner à la femme et les 3/4 C'est une très les bonne enfants, question. C'est une très bonne question parce que ça, c'est des quotes-parts que la loi a déjà déterminées. Mais avant de faire ce partage-là, il faut établir ce qu'on appelle la masse successorale. Et comment on établit la masse successorale? Déjà, quand une personne décède, il faut premièrement faire son certificat de décès, établir les actes de décès. Et après ça, il faut faire ce qu'on appelle le PV de famille. Et après le PV de famille, il faut établir ce qu'on appelle les certificats d'hérédité qui montrent que une telle personne hérite de telle personne, la personne décédée. Maintenant, le point le plus culminant, c'est faire l'état des biens de la personne. Le patrimoine de la personne est constitué de ce qu'on appelle les actifs et les passifs, c'est-à-dire les biens que la personne détenait et les dettes de la personne. Ah, ça fait partie. Voilà. Et pour calculer cette, comment on appelle ça, cette masse successorale-là, il faut poursuivre les biens de la personne. C'est-à-dire si la personne avait une maison, avait une voiture, on fait le point de tout ça. Et on regarde, est-ce que la personne avait des dettes? Si oui, on essaie de payer les dettes et on regarde ce qui reste maintenant. Si des gens aussi devaient à la personne, on poursuit ces gens-là pour récupérer ce qu'ils doivent à la personne décédée. On rassemble tout ça et ça constitue la masse successorale. Et c'est dans cette masse successorale maintenant qu'on divise par 4 et que voilà, on procède aux différents partages que j'avais cités un peu plus haut. Je comprends mieux. Voilà. Mais dans le cas où on est dans un foyer polygamique, comment le partage peut se faire entre les coépouses, par exemple? Alors, quand j'ai parlé des différents groupes d'héritiers, il faut savoir qu'on hérite par chouche et par tête. On a dit la femme ou le conjoint survivant hérite des 1/4. Oui. 1/4, ça veut dire que si le monsieur est dans une polygamie et il a peut-être 4 femmes, quand il va décéder, s'il a des enfants, l'ensemble des enfants vont hériter des 3/4 de ses biens et l'ensemble de ses femmes vont hériter des 1/4. Ça veut dire que toutes les femmes forment femme, c'est la deuxième femme, elle prend plus que... Non, la loi dit que le partage se fait par tête. Et par tête, ça veut dire à égalité. S'il y a 3 femmes, on va prendre les 1/4 divisé par 3 et chaque femme prend sa part. Maintenant, pour pouvoir bénéficier de tout ça, il faut être marié légalement. Voilà. Ouais, parce qu'il y a des foyers, effectivement, il y a certaines qui sont mariées légalement, d'autres pas du tout. Oui, et malheureusement, comme vous l'avez si bien dit, c'est des circonstances qu'on a beaucoup rencontrées. On voit que le monsieur a pu peut-être marier une des femmes alors qu'il avait 4 femmes. Donc c'est une seule femme qui peut aller à la succession. Les autres qui ne sont pas mariés légalement devant le maire ou devant l'officier de l'état civil ne peuvent
ne peuvent pas aller à la succession. Voilà. Dans pareil cas, si le monsieur n'avait pas eu la présence d'esprit de faire peut-être un testament pour léguer quelque chose à ces femmes-là, c'est la femme mariée seulement qui va hériter des biens du monsieur. Et en ce moment, il n'y a pas une question de j'ai fait 20 ans de mariage. Non, tant qu'il n'y a pas un papier, la loi évolue sur la base de documents. Mais par contre, les enfants de cette femme non mariée légalement Héritent. Ok. Tout à fait. Ça veut dire que la seule condition pour une femme d'hériter de son mari, c'est le mariage légal. Oui, c'est être marié légalement et ne pas faire l'objet d'une séparation du corps définitive pendant la liquidation de la succession. Ça veut dire que vous êtes marié et vous n'êtes pas dans une procédure de divorce, tout simplement. Ok. Voilà. Alors, parlons maintenant du partage des biens, surtout entre les enfants. Est-ce que les filles et les garçons reçoivent des parts différentes? Ok. Ça, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y a peut-être plusieurs approches par rapport à ce partage-là. Il y a une approche religieuse, il y a une approche traditionnelle même. Et par rapport à tout ça, la loi quand même a donné des indications. Quand vous allez prendre le code des personnes et de la famille et que vous allez arriver à la partie où on parle de la succession, en aucun cas et dans aucun article, la loi fait la différence entre une fille et un homme. La loi dit tout simplement les enfants. Ça veut dire que ce soit une fille ou que ce soit un garçon, si ce sont les enfants du défunt, ils ont la même valeur dans le partage. Et le partage, comme ce que je vous ai dit tantôt, se fait par tête. Donc tous les enfants doivent recevoir la même part. Parce qu'on va prendre le nombre d'enfants et diviser par les biens qui existent. D'accord. La loi ne s'est même pas fatiguée pour savoir qui est fille ou qui est garçon. Parce que pour la loi, pour la société, puisque la loi régit la société, les enfants regroupent tous les enfants. D'accord. Et qu'en est-il de l'âge aussi? Alors, effectivement, dans cette question d'âge-là aussi, il peut y avoir beaucoup d'approches. Où on dit que peut-être l'aîné doit plus prendre que les plus jeunes, ou par moment les plus jeunes doivent plus prendre que l'aîné. Il faut savoir que la loi ne fait pas de différence à ce niveau aussi. Un enfant, c'est un enfant. Un enfant, c'est un enfant. Qu'il soit vieux de 50 ans ou qu'il soit un enfant même conçu. Parce que l'enfant même conçu dans le ventre de sa mère peut hériter. D'accord. Voilà. La condition est que l'enfant vienne au monde viable, vivant au fait. Voilà. Sinon, même l'enfant dans le ventre de sa mère... Si le père est décédé pendant que la femme est enceinte. Oui, okay. il faut le mentionner. Wow. Et il a sa part comme tous les enfants qui vivent ou qui sont âgés. Voilà. Donc, il n'y a pas une question d'âge dans le partage. Et qu'en est-il des filles mariées, parce que vous appartenez à une autre famille, et des hommes mariés aussi, est-ce qu'ils héritent de leur père? Ok, la loi ne rentre pas aussi dans ces différences. On a dit enfants, que ce soit des enfants qui se sont mariés ou qui appartiennent à d'autres familles, le lien de sang ne peut pas s'effacer, même si quand une femme part se marier à une autre personne, elle maintient toujours le nom de son père. Oui. Ça veut dire qu'on va dire Madame Taneta. Le Neta là rattache toujours cet enfant là à son père. Et c'est logique qu'elle puisse hériter de son père. Donc le mariage n'enlève pas le droit d'hériter de la femme ou du monsieur qui est marié. D'accord. Et qu'en est-il des enfants nés hors mariage et nés dans le mariage? Est-ce que ce sont les mêmes parts aussi? C'est là où les incompréhensions naissent. Parce qu'on estime que d'autres sont légitimes et d'autres sont illégitimes. C'est ça. Il faut savoir que cette appréciation, c'est nous qui la faisons. Sinon, la loi s'en fiche pas mal de qui est né dans le mariage, de qui n'est pas né dans le mariage. Tous les enfants ont la même valeur. Il n'y a pas de différence entre les enfants. On dit les enfants héritent des 3/4 de leur papa défunt. Leur défunt papa plutôt. On prend les 3/4. On comptabilise, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. On a leur nombre. On divise les biens par leur nombre. Qu'ils soient des enfants légitimes ou illégitimes. D'accord. Est-ce qu'on peut obliger, on est obligé du moins d'accepter une succession? Ok, je disais par moment que le patrimoine d'une personne est constitué de dettes
et de biens, c'est-à-dire d'actifs et de passifs. Et si on vous propose un héritage qui est constitué à majorité de dettes, vous avez la possibilité de refuser l'héritage. Parce que si vous le prenez, si vous prenez cet héritage-là, tous les créanciers vont vous poursuivre après pour rembourser les dettes. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand on prend l'héritage de quelqu'un, quand votre papa décède et laisse des biens, il faut savoir qu'il vous laisse aussi ses dettes. Donc quand vous prenez ces biens, s'il doit à de nombreuses personnes, vous êtes obligé de payer ces différentes dettes que votre papa doit. Donc du coup, vous avez la possibilité de refuser. Et aussi par convenance personnelle. Peut-être souvent on voit ces cas-là. Du vivant de la personne, vous ne vous êtes jamais entendu. Et peut-être la personne même vous a maudit ou vous a dit que vous n'allez pas avoir ces biens. Donc par convenance personnelle, quand on va vous appeler à la succession, vous pouvez tout simplement repudier la succession. Vous dites que vous ne voulez pas, c'est possible. Est-ce que des héritiers peuvent s'opposer à la succession d'un des héritiers peut-être? Alors déjà pour hériter, il faut être digne d'hériter. Voilà, être digne d'hériter, c'est avoir un lien peut-être affectif avec la personne qui est décédée, même si vous êtes son fils ou sa fille. Il faut ne pas être la cause du décès de la personne. Si vous l'avez empoisonné ou si vous l'avez maltraité de son vivant, les autres héritiers peuvent décider que vous êtes indigne d'héritier. Et ils peuvent aller en justice et dire au juge, avec des preuves à l'appui, quand notre papa ou quand notre maman était vivant ou vivante, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça contre notre maman. Et au regard de tout ça, le juge apprécie et vous déclare indigne d'hériter. Et en ce moment, on peut vous retirer de la succession. Alors, la dernière question, est-ce qu'un héritier peut vendre un des biens donc du parent décédé avant le partage de l'héritage? C'est très dangereux cette question. Dangereux pourquoi? Pour les personnes qui s'adonnent à cette action. Parce que quand la personne décède et qu'on est en train de constituer la masse successorale, les biens sont dans ce qu'on appelle l'indivision. Ça veut dire que les biens appartiennent à tous les héritiers. Tous les héritiers sont propriétaires des biens. Et pour pouvoir disposer du bien, il faut attendre qu'on lève l'indivision en faisant le partage. Et tant que l'indivision n'est pas faite, tant que les biens n'ont pas quitté l'indivision, si vous vous amusez à vendre frauduleusement un bien, on peut vous poursuivre pour ça. Ça veut dire le monsieur avait peut-être 2-3 maisons avec une voiture et vous, parce que vous êtes peut-être l'aîné ou parce que vous êtes le plus intelligent de la famille, vous décidez de soustraire un des biens pour vendre, par exemple, à l'insu des autres. Vous faites ce qu'on appelle la dissipation de biens indivis. Et on peut vous poursuivre pour ça. Vous pouvez faire de la prison. Et la peine prévue, c'est 1 an jusqu'à 5 ans. Et puis avec une amende qui peut aller jusqu'à 1 million. Il n'y a pas à faire de ça. C'était pour mon papa. Non, même si c'est pour votre papa, il faut vraiment éviter de le faire. Et aussi, pour terminer, il y a ce qu'on appelle la constitution de la masse salariale et de la masse successorale. Oui. Et pendant la constitution de la masse successorale, quand une personne a l'information que le monsieur avait des biens, et au lieu de donner l'information pour qu'on ajoute tous ces biens dans la masse successorale, décide de se cacher pour aller vendre le bien à l'insu des autres. Cette personne aussi peut faire l'objet de poursuites et peut faire la prison. Et même au-delà de l'approche juridique, il faut savoir que les morts regardent toujours leurs biens. Et ça, c'est spirituel. Il faut faire très attention avec les biens des morts. C'est bien. Merci, en tout cas, c'était un thème intéressant. J'espère que ça a édifié beaucoup qui sont souvent dans cette situation où, voilà, on espère en tout cas que vous avez beaucoup retenu concernant ce thème sur la succession. On va s'arrêter ici pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à la diffusion pour ces quelques minutes accordées. On se retrouve, Inch'Allah, demain, jeudi. Allez, cuisse.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. De retour sur ce plateau et cette fois-ci on va parler de Plume d'Or. C'est un événement à venir, un événement qui va intéresser les littéraires et surtout les écrivains. On y va pour... Et nous recevons aujourd'hui M. Youssouf Ouedraogo, président de l'Académie des plumes africaines et commissaire général des plumes d'or. Et il est sur ce plateau avec nous pour parler des plumes d'or. La cérémonie aura lieu le 29 novembre prochain. Bonjour à vous. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Merci d'être sur ce plateau. Alors, pour commencer, dites-nous comment est venue l'idée d'une compétition ou d'un événement qui va valoriser le livre? L'idée est venue d'abord par le fait qu'il y a un grand vide. Vous savez que dans les autres domaines comme la musique, le sport et d'autres domaines également, il y a des événements de récompense à foison. Mais dans le domaine de la littérature, un événement à la hauteur des plumes d'or qui distingue les auteurs, les acteurs du livre en général, il n'y en avait pas. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait créer un cadre qui allait valoriser les acteurs du livre, reconnaître leurs mérites et leur rendre hommage. C'est un peu dans cette dynamique qu'on a initié les Plumes d'Or. Et cette année, c'est la 3e édition donc, des Plumes d'Or. Oui. Est-ce que vous faites un bilan positif des 2 éditions passées? Un bilan positif, très positif d'ailleurs, parce que ce qui nous donne satisfaction, c'est d'abord l'engouement qu'il y a eu autour des 2 précédentes éditions. Nous avons passé de 45 candidatures à 55 candidatures entre la première et la 2e édition. Entre la 2e et la 3e édition, aujourd'hui, nous sommes passés à 61 candidatures, dont des candidatures étrangères. Ah oui. Donc, nous sommes très satisfaits par rapport à cela. La deuxième satisfaction, c'est le vide que beaucoup ont reconnu qu'il y avait. Il n'y avait pas un événement à la trame des Plumes d'Or pour distinguer les acteurs du livre. Et du coup, ça a comblé un peu plus ou moins un vide dans ce domaine-là. Et la troisième satisfaction, c'est le soutien des autorités. Parce que la première, la deuxième et la 3e édition, nous avons pu avoir l'accompagnement en termes de parrainage des autorités du pays. Et cette édition d'ailleurs, sur laquelle on va en parler, est parrainée par M. le ministre en charge de la culture. Est-ce que M. Ouedraogo est lui-même écrivain? Oui, je suis moi-même un acteur du livre, je suis écrivain, je suis auteur de 8 livres publiés. Ah oui. Voilà, donc moi-même je suis écrivain. Alors, une soixantaine donc, de livres pour cette 3e édition. En effet. Alors, que vous avez donc des candidatures aussi que vous avez pu enregistrer pour cette 3e édition. Est-ce qu'on peut revenir sur les différentes catégories pour les plumes? Pour cette 3e édition, nous avons 6 catégories. Okay. Nous avons, on a 3 types de catégories. On a ce qu'on appelle les catégories principales, composées de la catégorie meilleur livre roman, meilleur livre nouvelle, meilleur livre poésie et meilleur livre conte. On a ce qu'on appelle les catégories spéciales ou les prix spéciaux. On a meilleur jeune écrivain, meilleure parution littéraire de l'année et meilleure révélation littéraire de l'année. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle la plus haute catégorie qui est la Plume d'Or. Donc globalement, ce sont ces catégories qui font l'objet de la compétition à cette édition des Plumes d'Or. Des Plumes d'Or. Voilà. Quels sont les critères déjà à la base même pour un livre de pouvoir compétir, de pouvoir postuler? C'est une très belle question parce que premièrement, pour pouvoir postuler à Plume d'Or, il faut être auteur d'un livre littéraire écrit et publié dans une maison d'édition officielle ou reconnue. Voilà, donc ce n'est pas un événement qui accompagne des auteurs en herbe. C'est un événement qui récompense des auteurs déjà confirmés. Ça, c'est la première règle. Et il faut préciser là où je dis une maison d'édition reconnue. Parce qu'un livre littéraire n'a de valeur que lorsqu'il est passé par une maison d'édition sérieuse qui connaît les règles, les critères techniques et littéraires d'appréciation d'un ouvrage. Et donc, globalement, il faut que l'ouvrage comporte en soi-même un numéro ISBN, et voilà, un numéro EAN. Il faut que le livre
ait fait l'objet d'un dépôt légal. Ok. Il faut que le livre ait passé par un comité de lecture de la maison d'édition qui a évalué et qui a estimé que l'œuvre est éditable avant que l'œuvre n'ait été publiée. Donc globalement, ce sont ces critères d'abord qui sont les critères de base pour recevoir le livre à Plume d'Or. Et ensuite maintenant, les différents jurys vont statuer l'œuvre en fonction des critères de reconnaissance de la valeur d'un ouvrage que vous connaissez, madame. C'est la pertinence des thématiques qui est abordée dans l'ouvrage. C'est la maîtrise, la maîtrise de la langue. Oui. C'est le style d'écriture ou le récit, comme vous le dites, et beaucoup d'autres critères sur lesquels les jurys se sont basés pour départager les différents candidats. Alors, donc, la précision, c'est que pour cette compétition Plume d'Or, il faut postuler. C'est à l'écrivain. Très bien. C'est une très belle précision également qu'il faut y donner. C'est à l'écrivain lui-même ou à la maison d'édition de postuler ou de déposer la candidature de l'auteur. Ce n'est pas un système où nous-mêmes nous cherchons les auteurs que nous nommons ou nominons pour qu'ils participent à l'activité. C'est l'auteur lui-même ou sa maison d'édition qui nous contacte pour déposer son ouvrage et participer librement à la compétition. D'accord. Et une autre précision, nous ne recevons que des documents physiques. Une œuvre qui a été éditée de manière numérique ne peut pas compétir à Plume d'Or. Parce que les différents jurys apprécient aussi la qualité éditoriale de l'ouvrage. Okay. Et ça, c'est une précision qui me paraît importante parce que vous êtes sans ignorer que quand on publie un livre de manière numérique, on ne peut pas apprécier la qualité de l'impression. On ne sait pas dans quelle qualité, dans quel état est le livre du point de vue pratique. Alors que si l'œuvre a été officiellement éditée physiquement, les jurys ont la chance d'apprécier la qualité éditoriale. Quelle a été la qualité de l'impression de la couverture? Quel a été le type d'illustration qui a été utilisé pour faire le livre? Est-ce que l'illustration corrobore avec le contenu de l'ouvrage? Est-ce que la qualité de l'intérieur répond aux normes? Quel type de papier a été utilisé pour publier le livre? Oui, ça il y a tellement, vous êtes d'accord, oui, voilà, vous comprenez ce qui fait que nous nous sommes dit que nous n'allons accepter que des livres littéraires édités physiquement. Ok. Voilà. Alors, est-ce que venir aujourd'hui avec Plume d'Or, vous pensez aussi, un temps soit peu, résoudre ce problème du fait qu'on indexe une jeunesse qui n'aime pas lire, ou sinon même une population africaine qui n'aime pas lire en général? Je vais vous surprendre. Et je ne suis pas totalement d'accord. À travers l'expérience qu'on a eue avec les Plumes d'Or et les activités collatérales qu'on a organisées sur le livre, on pourra en reparler. C'est la stratégie pour amener les gens à lire qu'on n'a pas. Sinon, les gens lisent. Je peux vous dire que beaucoup de livres qui ont passé à la première et la deuxième édition qui ont reçu des prix, les auteurs ont fait de meilleures ventes et ont pu faire des tournées littéraires dans certains établissements et qui ont suscité un certain engouement, un certain intéressement au niveau des acteurs que sont les élèves, les étudiants et les autres lecteurs. Mais le problème à notre niveau, je parle maintenant en tant qu'acteur du livre, c'est que parfois nous n'avons pas la bonne stratégie d'approche pour faire intéresser aux gens à la chose écrite. Sinon, en général, dire que les Africains ou l'Africaine n'aiment pas lire, il y en a même qui se permettent de dire que pour cacher un secret à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Oui. Alors, donc, vous voyez, c'est peut-être des choses qu'on se colle dans la tête, mais en vérité, si on intéresse, voilà, on trouve la stratégie qu'il faille pour intéresser les gens à la lecture, les gens généralement lisent. Donc nous avons foi, pour répondre concrètement à la question, que si nous suscitons un certain engouement, si nous mettons de la valeur à la chose écrite, si nous valorisons les acteurs, il n'y a pas de raison que les gens ne lisent pas. Les gens vont lire. Parce qu'il faut en faire, il faut faire de livres un objet sérieux de marketing. Et c'est ce que les acteurs n'ont pas. Nous, notre objectif, on pourra en revenir là-dessus. Notre slogan, c'est l'événement qui déroule le tapis rouge au stade du livre. Nous voulons faire des écrivains des stars. Et pourquoi les écrivains ont peur de dire qu'ils sont des stars? Alors que star en anglais, et en français, c'est une étoile. Pourquoi on n'a pas peur de dire star de la musique, star du cinéma? Et les écrivains ont peur de dire qu'ils sont des stars, alors qu'ils sont des stars. Et vous êtes sans ignorer, madame, que parfois, pour écrire un scénario de cinéma,
il faut parfois s'inspirer de quelques ouvrages. Pour écrire une chanson, il faut parfois lire certains ouvrages. Les citations sortent d'où? Les poèmes sortent d'où? Vous voyez un peu? Oui. Donc, l'écrivain est au cœur de la culture et de l'art ou des arts. Donc, il faille seulement que les acteurs, nous qui sommes acteurs, travaillons à valoriser l'écrivain et son livre, et puis le tour est joué. Le tour est joué. Oui, c'est ce que je Et pense. à travers l'événement, bien sûr, Plume d'Or, vous valorisez l'écrivain Oui. et son livre. Alors, pour la cérémonie donc, de récompense des acteurs du livre Plume d'Or, ça va se passer le 29 novembre. Oui. Qu'est-ce qui est prévu concrètement? De très belles choses, madame. Ok. Premièrement, nous voulons un événement à la hauteur des acteurs du livre. Donc, en ce moment, le commissariat général est en train de mettre les petits plats dans les grands pour réserver une cérémonie des plus belles aux différents acteurs du livre. Deuxièmement, en plus de la remise de trophées, qui est l'activité phare de la soirée, nous avons prévu des prestations d'artistes et un défilé de mode, un peu pour ajouter assez d'ingrédients à l'événement. Il faut aussi dire que pour cette édition des Plumes d'Or, quelques innovations, peut-être que vous allez me poser la question, quelques innovations ont été prévues. Au nombre de ces innovations, nous avons estimé qu'il y a aussi des jeunes qui ont pu écrire des livres et qui n'ont pas eu la chance de se faire publier. Il fallait aussi penser à ce qu'on appelle les auteurs en herbe. Du coup, nous avons lancé une activité que nous avons appelée Jeunes talents africains du livre, JUTALIV. Il fallait être auteur d'un écrit qui n'est pas publié. Dans le genre littéraire nouvelle ou bien poésie, postule ton texte. Notre jury va statuer et les meilleurs textes seront accompagnés jusqu'à la publication à la charge de l'Académie des Plumes africaines. D'accord. Les textes ont été déjà reçus. Pas oublié, merci beaucoup. Merci. Donc les textes ont été déjà reçus. Le jury qui va se charger de départager ces auteurs en herbe et en travail. Et nous sommes sûrs que d'ici là aussi, on pourra, délibérer et revenir aussi là-dessus. On a aussi une autre activité qu'on a intitulée Atelier Révèle ton talent, qui va consister à former des acteurs du livre qui, soit ils ont écrit et qu'ils veulent renforcer leur capacité, soit ils n'ont pas encore écrit, ils veulent savoir comment on écrit un roman, une nouvelle, la poésie, le conte et j'en passe. Ça aussi, c'est des ateliers d'écriture qui vont s'étaler sur quelques jours et qui vont aussi accompagner les acteurs du livre. Maintenant, que ce soit les ateliers ou en tout cas l'accompagnement, donc vous avez dit que pour les écrivains en herbe, vous avez déjà cérémonie. Pour le moment, on va s'intéresser à la plus grande cérémonie de récompense et plus tard, on va revenir pour les ateliers d'écriture. D'accord. Voilà. Pour cette cérémonie de récompense de Plume d'Or, ça va se passer le 29, comme je le disais. Ça va se passer où? Et les conditions aussi d'accès à la salle. D'accord. D'abord, la troisième édition des Plumes d'Or, il faut le préciser, est placée sous le parrainage, sous le haut parrainage de M. Rimtalba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, Monsieur le ministre en charge de la culture, de la communication, des arts et du tourisme, porte-parole du gouvernement, que nous remercions au passage pour l'accompagnement. Et pour cette édition des Plumes d'Or, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de pays en Afrique qui ont pu accompagner l'activité. L'activité aura lieu au Sénasa. Et le vendredi 29 novembre, l'entrée c'est juste une contribution, le ticket c'est juste 10 000 francs. Ok. Voilà. Pour regarder l'événement. Exactement. Vous avez dit il y a des prestations artistiques. Tout à fait. Il y a un défilé de mode, il y a la remise des trophées. Ils auront la chance de rencontrer les stars du livre également sur place. Les stars. Elles seront très nombreuses. Ok. Voilà, donc venez les rencontrer. Et de passage, les tickets sont toujours disponibles. D'accord, on a avec l'affiche les contacts qui sont là. Alors, Monsieur Ouedraogo, parlons toujours donc de Plume d'Or. Vous l'avez dit, c'est pour valoriser les écrivains. Est-ce que vous pensez, parce qu'aujourd'hui aussi, la réalité, c'est vrai qu'on a de plus en plus de jeunes qui écrivent. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité des écrits burkinabés? C'est une question qui revient régulièrement. Je suis d'accord avec vous que pour certains jeunes qui s'essaient à la chose écrite, ils ont
encore beaucoup de choses à apprendre. Bah, ok. Mais l'écriture, c'est un domaine perfectible. Je vais être vraiment en tant qu'acteur du livre. D'accord. Et c'est une mayonnaise qui prend avec le temps. Le plus important, c'est de cultiver aux jeunes qui s'essaient à la chose écrite la passion. Après, il faut leur inviter au travail et surtout à accepter, écouter les conseils des aînés, se faire régulièrement corriger et avec le temps, ils pourront peaufiner leur talent, leur art et puis ça va prendre. Sinon, je suis d'accord que pour certains ouvrages, sur le marché, il y a beaucoup de coquilles, il y a beaucoup d'imperfections qu'il faut corriger. Mais le plus important, c'était de franchir le premier pas. S'ils acceptent d'apprendre, ils pourront améliorer. Notamment participer à vos ateliers. Hein? Merci, notamment participer à nos ateliers. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Merci bien. Alors, on va donc... Aujourd'hui, quelles sont vos attentes des plumes d'or? Ça veut dire votre perspective, votre vision avec les plumes d'or aujourd'hui. Merci beaucoup pour la question. La vision, c'est de faire de plumes d'or la plus grande cérémonie de récompense du continent. C'est vraiment notre ambition, notre rêve. Et nous sommes à la 3e édition. Nous sommes déjà heureux que l'événement ait pu s'ouvrir au continent à travers quelques pays de l'Afrique de l'Ouest. Quels sont ces pays-là qui seront là? Je sais que le Bénin prend part, la Côte d'Ivoire prend part. Et ils sont en compétition aussi. Ils sont en compétition aussi. Il y en a même qui sont nommés. Il y en a qui sont nommés. Je sais que la Côte d'Ivoire est nommée. Bon, je ne sais pas si je fais donner un nom comme c'est des nommés. Il y a Madame Sagboan Marion Guylaine. Après, il faut donner aussi le nommé du Burkina. En effet. Voilà, elle est nommée dans la catégorie meilleure parution littéraire féminine. Voilà. Et je sais qu'il y a Madame Sonkini, princesse. Je pense qu'elle doit être... Oh, j'ai oublié sa nationalité pour ne pas mentir. Voilà, mais elle aussi, elle est nommée. Elle est nommée dans la catégorie meilleure parution littéraire féminine également. J'aimerais bien quand même avoir quelques noms pour le Burkina. Très bien. Pour le Burkina, je sais que dans la catégorie plume d'or, il y a M. Kiba Etienne Nicolas, qui est écrivain romancier qui est nommé. Il y a M. Sorgo Élisée, qui est écrivain romancier qui est nommé. Il y a Safo Stéphie Jennifer, qui est également écrivaine, je pense qu'elle a la vingtaine, et elle est nommée dans la catégorie, non, pas elle n'est pas dans la catégorie plume d'or. Il y a M. Bakiono, voilà, Régis, qui est nommé dans la catégorie plume d'or. Mais dans la catégorie roman maintenant, il y a M. Kiva Etienne qui revient encore là-bas, M. Sorge Élisée, plus maintenant, Safo Stéphie Jennifer, qui est également nommé. Il y en a plein, il y a beaucoup d'acteurs burkinabés qui sont dans la dernière ligne droite pour... Et quand on prend toutes les catégories de plumes d'or, est-ce qu'on a certaines catégories qui ont enregistré moins de parutions? Oui, c'est une très belle question aussi. Et malheureusement, c'est récurrent. Oui, vous savez, nous avons essayé d'ajouter le théâtre à la première édition. Voilà. Pour insuffisance de candidature, nous n'avons pas pu enregistrer le genre littéraire théâtre. La deuxième édition, c'était pareil. Et au niveau du compte, on n'a jamais enregistré, on a toujours enregistré au niveau du compte moins de 10 candidatures. Alors qu'on tenait à rassembler tous les gens littéraires pour que tout le monde soit à la fête du livre qui s'annonce. Mais malheureusement, on n'a pas pu avoir assez de candidatures, particulièrement dans ces deux genres littéraires, que sont le théâtre et puis le conte. Donc le conte même, ça va. Le théâtre, vous n'avez même pas pu... Nous n'avons même pas pu, effectivement. Je suis d'accord avec vous. C'est le lieu, sûrement, d'interpeller aussi les acteurs du livre, voilà, à postuler. On ne paie rien en participant à une compétition. Soit on gagne, soit on apprend. C'est ce que je pense. Oui, quand même. Je pense qu'il y a des gens qui écrivent de belles pièces de théâtre. Tout à fait. Pourquoi ne pas postuler? Même le conte. Mais après oui, c'est ça. Après, les acteurs aussi du théâtre, ils écrivent. C'est ceux qui écrivent pour mettre en scène. Hein. Tout à fait. Ils pensent pas à publier. Je suis d'accord. Alors qu'il faut qu'ils publient aussi. Bien sûr. On en a besoin. Oui. Merci beaucoup. On tend vers la fin de notre entretien. Alors, Monsieur Ouedraogo, aujourd'hui, quel est votre message à l'endroit du public concernant Plume d'Or qui a sa 3e édition et dont la cérémonie de récompense aura lieu le 29 novembre prochain au Sénasa? 3 messages, madame. Le premier s'adresse au public, comme vous l'avez dit. Les tickets sont tous disponibles. Et passez, faites-nous signe et pour prendre vos tickets et nous rejoindre au niveau du Sénasa le 29 novembre pour qu'on participe ensemble à la fête du livre. À l'endroit des sponsors, madame, c'est la 3e édition consécutive
que l'Académie des plumes africaines organise les plumes d'or sur fonds propres. La 3e édition consécutive. Vous nous avez accueillis à la 2e édition. Ce n'est pas simple. Donc nous demandons leur accompagnement pour que les plumes d'or grandissent à l'image des autres cérémonies de récompense que vous connaissez également. Et à l'endroit des autorités. Avant la troisième doléance, est-ce que vous ajoutez des enveloppes à vos trophées? Pour le moment, comme vous le savez, pour le moment, comme on n'a pas pu avoir de sponsors et de partenaires pour accompagner l'activité, il n'y a pas d'enveloppe pour le moment qui accompagne les plumes d'or, mais c'est déjà prévu. À chaque édition, on prévoit, on court derrière les sponsors et les partenaires et on n'a pas de soutien. Du coup, on espère qu'avec, à travers votre plateau, les sponsors et les partenaires pourront nous entendre et qu'à la 4e édition, en plus des trophées, on pourra donner quand même, ce sont les stades du livre, des enveloppes. Voilà, alors, donc, ne donnez pas raison à ceux qui disent que là où il y a le sérieux, là, les sponsors ne s'y intéressent pas. Ce serait dommage. Ce serait dommage. D'accord. La 3e doléance, la 3e doléance, c'est en droit des autorités. Voilà, qu'elles puissent nous accompagner davantage, parce qu'elles nous accompagnent déjà. Nous estimons que, à travers surtout les structures de tutelle, voilà, dans le domaine du livre, la littérature, la culture, nous leur invitons à plus nous accompagner pour qu'on puisse organiser un événement beaucoup plus à la hauteur des acteurs du livre. En tout cas, nous avons beaucoup d'ambition, on a beaucoup d'attentes, comme je l'ai dit. L'objectif, c'est de faire du Burkina Faso le carrefour du livre africain, au même titre que le FESPACO, le CIAO aujourd'hui. Et on peut le faire, c'est un rêve qui n'est pas impossible, madame. On espère bien que ce rêve va se réaliser d'ici à l'édition prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Youssouf Ouedraogo est le président de l'Académie des plumes africaines et commissaire général des plumes d'or. Une cérémonie qui vise à récompenser les acteurs du livre donc dans toutes ces catégories principales. Et puis voilà, on vous invite le 29 novembre prochain au Sénasa. C'est à partir de quelle heure? À partir de 19h. 19h, donc pour suivre et regarder en live donc cette cérémonie de récompense des acteurs du livre. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci on parle d'un événement à venir. Il s'agit de la nuit d'hommage au FDS tombé et nous en parlons avec le promoteur de cet événement. Il s'agit de M. Mohamed Sanfo qui est donc le promoteur de la nuit d'hommage au FDS tombé. Bonjour Monsieur Sanfo. Bonjour Madame. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes venu aujourd'hui avec Narel. Narel est artiste musicien, mais à l'état civil c'est l'adjudant Seydou Kwanda. Congo du moins c'est Seydou Congo qui est donc artiste FDS invité à la cérémonie d'hommage. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Merci à vous et merci d'être sur ce plateau. Alors Monsieur Sanfo, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer une cérémonie, une nuit pour rendre hommage au FDS tombé? Merci déjà pour votre invitation. On peut dire ça va, c'est VDP de la culture. Merci déjà pour tout ce que vous faites pour les artistes FDS, pour la culture même généralement. Merci, je dis grand merci. Pour moi ça me va au droit au cœur. Déjà l'idée est venue, en tant que civil, on ne peut pas tous aller au front. On ne peut pas tous tenir des armes pour aller défendre notre très chère patrie, la mer. Voilà, donc en tant que civil, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner nos FDS? Voilà pourquoi l'idée est venue, on a organisé pour les rendre hommage, les héros qui sont tombés au front, pourquoi pas les magnifier et puis les galvaniser, on peut dire, voilà. Voilà pourquoi l'idée est venue, on a organisé une nuit d'hommage au FDF, tombé une nuit spécialement pour les rendre hommage. Voilà, c'est l'idée est venue, voilà. D'organiser cette nuit-là. Voilà. Et pour cette année, qu'est-ce que vous avez prévu comme programme pour rendre hommage à ces FDS tombés? Pour rendre hommage au programme, déjà, on a une prière de différentes communautés. Voilà, on peut dire la communauté musulmane, catholique, il y aura des chefs coutumiers qui vont faire. Donc on peut dire les trois communautés qui seront là pour célébrer, pour les rendre hommage. À travers des prières. À travers les prières. Après ça, on a une collecte de dons au profit des familles des victimes. Voilà, les veuves, les orphelins, les FDF tombés. On aura à faire. Après ça aussi,
On aura des attestations pour remettre à nos partenaires, tous ceux qui nous soutenaient. Et puis voilà. On a le patron comme le ministre Bassolma Bazé, ministre de la fonction publique, ministre d'État, co-patron comme M. Emmanuel Ouedraogo, ministre de la culture, porte-parole du gouvernement. On a comme notre président d'honneur, comme à tout moment, El Hadji Moussa Kwanda, président de la communauté musulmane. On a comme aussi parrain Monsieur Prosper Dassouna, PDG d'As Service International. On a Seydou Boro également comme parrain. On a Mamadi, président du CNAVC. On a Maïga aussi, le grand leader de la vieille citoyenne. On a Cheikh Imam Kanazu Malik, imam de la grande mosquée. Voilà, les artistes invités, devant vous, on a Narel, la star. D'accord. La star Narel. On a Siksak. On a voilà, Chilwan. Voilà, on a Ahmed Son. On a Lil Askia. Donc, du coup, on a plein d'artistes qui seront là pour nous accompagner. Voilà, on a Obino aussi. Donc, les artistes sont tellement Est-ce que ce sont engagés. des artistes uniquement, enfin des artistes FDS uniquement? Non, uniquement ce sont des artistes FDS. Okay. Voilà, puisque c'est eux que ça concerne plus. Voilà, ils sont venus pour accompagner le mouvement. C'est leur, voilà. Et je vois que justement vous avez retenu pour thème de cette édition, donc quelle contribution des populations pour soutenir les FDS dans la défense de notre patrie? Oui, c'est comme je l'ai dit au début. En tant que civil, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle contribution des populations pour qu'on puisse soutenir les FDS dans la défense de notre très chère patrie? Voilà, tout ce que, en tant que civil, voilà, tout ce que tu peux faire en tant que promoteur, voilà. C'est comme vous aussi, vous défendez, voilà, vous accompagnez beaucoup. Chacun contribue. La guerre n'est pas finie, on est qui à 50%. Restez soudés avec les forces armées nationales, voilà. Donc, avec eux seulement, on ne peut pas. Les gars, mobilisez-vous, voilà, ensemble, on pourra vaincre les ennemis du peuple. D'accord. Je donne la parole à l'artiste musicienne Narel. Si dans l'état civil, c'est l'adjudant, donc Seydou Congo. Vous êtes artiste musicien et FDS. Oui, ça se passe bien, hein, le fait d'allier les deux. Parce que chez vous, il faut tout le temps avoir la permission de la hiérarchie. C'est pas simple, mais... Par moment aussi, il faut aller au front. Oui, je pense qu'on arrive à concilier les deux. Par le biais du commandement qui nous facilite la passe. En tout cas, ils ont compris que la culture joue un grand rôle au niveau de cette guerre-là. Donc, en tant qu'artiste FDS, je dis merci au ministère de la Défense, à l'état-major et à ma direction, la direction de la communication, qui à tout moment nous accompagne. S'il s'agit de questions de culture, ils disent ok, comme tu n'es pas déployé, tu peux aller faire ton émission. Même hier, nous étions en communication avec mon directeur, il m'a dit mais il n'y a pas de problème, allez-y, défendez les couleurs là où vous pouvez. Donc nous sommes fiers. Parce que c'est toujours aussi défendre le pays. C'est toujours la défense du pays. Et jouer dans un événement qui rend hommage à vos camarades tombés, qu'est-ce que ça vous fait? Je dis quoi de normal, parce que vous savez, la mort c'est un passage obligé pour tout le monde. Et ces gens-là ont consenti le sacrifice suprême pour défendre notre chère patrie, le Burkina Faso. Quand le promoteur m'a touché, j'ai dit, ah bon, si c'est pour rendre hommage, si c'est pour honorer la mémoire de nos disparus, je suis disponible et disposé pour accompagner. Bien sûr. Alors, on va rappeler, la nuit d'hommage donc au FDS aura lieu quand et où? Nuit d'hommage au FDS, c'est aujourd'hui même ce soir, on vous invite. Ce soir, oui, on vous invite massivement de sortir pour soutenir le mouvement. Mercredi. Voilà, c'est à l'espace culturel d'Odogo, voilà, qui se trouve à Samane, près de la cour du chef Moro Naba, juste à côté. Voilà, une fois que vous arrivez au niveau de la station Petrofa. Attention, attention, hein, ne faites pas la publicité. Okay. Donc, du coup, d'accord, donc c'est pas loin du palais du Moro Naba et l'espace, c'est l'espace d'Odoro. L'espace d'Odoro. À Samandé. Donc, on va afficher une dernière fois l'affiche pour justement avoir peut-être les contacts en bas de l'affiche et puis ceux qui ne se retrouveraient pas. Donc, bon, dans ce cas, donnez les contacts sur l'affiche. Pour ceux qui ne se retrouveraient pas. Effectivement, on est sur 60, 85, 55, 82. Également 66, 69, 99, 51. Donc, tout ce que vous pouvez faire, votre contribution est attendue aussi pour
nos mamans, les veuves, et puis les orphelins qui seront là également. Il y aura des dons, voilà, pas mal de personnes qui sont déjà engagées ce soir pour laisser leur cœur parler. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on va se quitter en musique, quand même, hein, Narel, parce qu'on a la chance de vous avoir, vous et votre guitare. Merci. Donc, on va profiter un peu. Ok, donc c'est juste pour dire merci aux Burkinabés et dire que la patrie ou la mort, Nous nous vaincrons. allons vaincre. Nous allons vaincre, Inch'Allah. Wikimbi kayamuguru soduniano Zambi safa ayamuguru soduniano La widiga ibeba witazalungura Akunu sakabunda tunu zaragayandi no Kapurala yamatogame Serzamba fa yamzaragayandi no Capitaine yamtogame Le VDP yamzaragayandi no Mukumanda yamubudun so Bravo, Narel. Merci. Merci à vous, adjudant, pour notamment cette prestation. C'est ce que vous allez voir au niveau donc de la nuit, l'hommage au FDS qui aura lieu ce soir même à l'espace d'Odogo, non loin du palais donc, de Sa Majesté le Mogonaba à Samadé. Allez-y tout simplement vivre cette nuit d'hommage à ces soldats, à ces FDS-là tombés. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici. Ça vous dit quand même de m'accompagner pour ma conclusion en guitare? Voilà, tout doucement, pourquoi pas. Pas de souci. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette émission qui s'achève maintenant. On vous invite à cultiver l'amour autour de vous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Allez, que ça.